Bonjour à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui donc après ces 2 semaines de vacances pendant lesquelles j'espère vous êtes bien reposés, que vous êtes prêts et vous êtes d'attaque pour ce retour des cours à distance, toujours pour cette première semaine. Première semaine effectivement où on continue un peu sur le mode de ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire des vidéos. La semaine prochaine, en théorie, je dis bien en théorie parce qu'effectivement ça peut changer à tout instant, en théorie les 6e, 5e devraient rentrer par moitié, on ne sait pas exactement encore comment, mais effectivement à l'école. Et peut-être les 4e et les 3e, la 3e semaine de retour des vacances. Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant, donc cette semaine, on va finir déjà cette leçon. Finalement, j'ai décidé de ne pas vous mettre de travail pendant les vacances parce que je me suis dit que ça c'est bien que vous souffliez et moi j'avais aussi besoin de me reposer. Donc vous n'avez pas de travail et il nous reste donc peu de choses à faire pour terminer cette leçon sur le monde d'après 1989. On avait vu que c'était beaucoup plus complexe, qu'il y avait beaucoup plus de guerres, que effectivement il y avait beaucoup plus d'acteurs aujourd'hui qui revendiquaient d'avoir une place importante sur le marché international, hein. Et effectivement il nous reste un petit pan à faire. On avait commencé effectivement à parler avec les attentats du World Trade Center, hein, d'un changement de cap, et effectivement on va voir donc à l'issue de cette leçon que le terrorisme ne cesse effectivement de s'accroître. Et je vais revenir sur des événements qui se sont passés effectivement en France, et dans la trace écrite je vous rappellerai aussi d'autres événements qui se sont passés dans d'autres pays du monde. Alors, j'ai pas pu changer la vidéo, donc cette fois-ci je vais être forcée en fait de sortir du diaporama et de vous montrer en direct en fait la vidéo, et ensuite on répondra aux questions. Donc on la regarde ensemble. Sans précédent en France. Le dernier bilan, qui n'est malheureusement que provisoire, fait état d'au moins 128 personnes tuées, sans compter les 8 assaillants, 300 blessés également, dont 80 en urgence absolue. Alors avant de retrouver Laurent Delahousse, à 20h pour une nouvelle édition spéciale, on va prendre un petit peu de recul avec un document de complément d'enquête dans un instant sur les suites des précédents attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier. On entendra également dans un instant la conférence de presse du procureur de la République de Paris, François Molins, qui doit s'exprimer dans un instant. Mais avant ça, retour sur le déroulé de ces 20 dernières heures. Pas moins de 6 attaques en seulement quelques dizaines de minutes. Des scènes de panique, des carnages qui se sont reproduits dans plusieurs endroits très fréquentés de la capitale. Mathieu Boisseau avec toutes nos équipes sur place. Les coups de feu viennent de l'intérieur du Bataclan. Ici, l'une des sorties de secours. Ces spectateurs réussissent à fuir. À l'intérieur, face aux terroristes, 1500 personnes. Un homme boite, touché au pied. Sur la façade, 2 silhouettes, dont une femme suspendue dans le vide. Elle tente de s'échapper par la fenêtre. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Le vidéaste, un journaliste, peine à réaliser. Les tirs continuent. Des scènes de guerre comme celle-ci, il y en a eu un peu partout dans Paris hier soir. 128 morts au moins, 250 blessés et 6 attaques simultanées en pleine soirée contre des lieux très fréquentés. Des lieux de vie. 21h20, au Stade de France, en plein match de football. Une détonation aux abords du stade. Personne n'imagine alors que 3 kamikazes viennent de faire sauter leur ceinture explosive et qu'au même moment, d'autres assaillants passent à l'action. Au Bataclan, la salle est pleine pour un concert. 4 terroristes ouvrent le feu. Les témoins racontent. On s'est retourné et on a vu moi j'ai vu 2 jeunes qui avaient des mitraillettes et qui tiraient dans le feu. Ils ont tué. J'étais entourée de morts. Et déjà les secours sont appelés ailleurs. À 1 kilomètre du Bataclan, le restaurant Le Petit Cambodge. Sur la terrasse bondée, une autre fusillade. 12 morts au moins. Dans l'arrondissement voisin, est-ce le même commando qui tue 19 personnes devant une brasserie rue de Charonne?
Depuis ce véhicule, le conducteur entend les rafales. Ça tire. Ça tire. Ça tire. Ça tire. Recule, gros, ça tire. Les passants sont visés. La conductrice de cette voiture a croisé les assaillants. Elle témoigne. Au carrefour de la rue Charonne. Donc c'est à ce moment-là qu'il nous a vus. Il s'est retourné et toutes les quatre, on a vu son fusil. C'était un Kalachnikov, il a commencé à nous tirer dessus. Donc c'est horrible ce moment où tu le vois et il te regarde et tu sais qu'il va te tirer dessus. Et c'est à ce moment-là j'ai accéléré, on s'est baissé. Après il m'a dit je suis blessé à la tête. Quand on est parti, elle avait encore la balle dans la tête. Toutes les quatre on est sortis. Ce que j'ai vu c'est son regard et son regard c'était clair, il voulait nous tuer. J'ai accéléré très vite pour sortir de sa ligne de tir. Et l'attaque continue. 21h30, cette fois une pizzeria est prise pour cible. Il y a 5 morts au moins. Au Bataclan, les policiers d'élite prennent position. Des spectateurs sont bloqués à l'intérieur de la salle avec les tireurs. Sur les réseaux sociaux, certains appellent à l'aide. Je suis encore au Bataclan, écrit cet homme, blessé grave, qu'ils donnent au plus vite l'assaut. Ils abattent tout le monde, un par un. Minuit à l'Élysée, François Hollande décrète l'état d'urgence. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Face à la terreur, la France doit être forte. Elle doit être grande. Et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. L'assaut est lancé une demi-heure plus tard par les policiers. 3 des 4 terroristes se font exploser. Le 4e est tué par les troupes d'élite. L'un des assaillants est identifié. C'est un Français fiché pour ses liens avec les islamistes radicaux. La France vient de vivre l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire. Voilà, plusieurs rassemblements. Bien, donc effectivement, je reviens sur le diaporama que je vais remettre en plein format. Voilà. On va répondre rapidement aux questions. En fait, vous vous rendez compte que il y a en fait plusieurs attaques terroristes qui ont eu lieu donc le 13 novembre 2015, donc par des groupes armés. Il y a un premier attentat, effectivement, qui se passe au Bataclan. Alors le Bataclan, on va répondre un peu dans le désordre aux questions, c'est pas grave. Le Bataclan, en fait, c'est une salle de concert qui est très connue à Paris, qui peut abriter à peu près 1500 personnes et qui va être attaquée effectivement donc par des terroristes. Ensuite, peu de temps après, vous voyez que effectivement il va y avoir des attentats un peu partout. Il y en a aussi, vous vous en rappelez peut-être, bien que vous étiez beaucoup plus jeune, au Stade de France, à l'extérieur. Et puis après, il va y en avoir dans 3 autres restaurants, en fait, dans un restaurant, donc le Petit Cambodge, dans une brasserie qui se trouve effectivement près du métro de Charonne, et enfin dans une pizzeria, sans compter les tirs effectivement en pleine rue qu'il y a eu également, et qui ont blessé les 2 automobilistes qu'on voit effectivement dans le témoignage. Alors, les terroristes, effectivement, ont visé des lieux où il y avait effectivement beaucoup de monde, des lieux de loisirs, comme effectivement aussi une remise en cause par rapport à ces extrémistes radicaux islamistes, qui, encore une fois, je le dis, n'ont rien à voir avec la définition de l'islam et le Coran lui-même. Ce sont encore une fois des extrémistes endoctrinés. On sait qu'effectivement, finalement, la police, le RAID, va faire un assaut et que les terroristes vont se faire eux-mêmes sauter, dont le dernier sera effectivement abattu par les forces du RAID. Donc ça a été, si on regarde bien, ces événements ont énormément marqué en 2015 la France, parce que ce sont les pires attentats qui ont été vécus dans notre histoire, et je vous demandais de relever le bilan. Effectivement, le bilan de l'attentat, c'est 168 morts et plus de 250 blessés. Au moment du reportage, on sait qu'il y en a eu plus par la suite, parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement décédés des suites en fait de leur hospitalisation aussi. Donc pire bilan qui a existé. Et effectivement, on voit bien en fait que, comme je vous le disais, cette montée du terrorisme, elle est liée en fait à un sentiment anti-américain, anti-occidentaux, qui s'est développé en fait tout au long en fait depuis les attentats de 2001 et les différentes guerres qui ont été menées successives par les Américains, et cela a renforcé en fait effectivement cette opposition en fait
d'une partie des pays arabes qui se sont pour certains radicalisés. Et encore une fois, dans ces pays arabes, c'est une minorité effectivement qui a pris le pouvoir par la force et qui qui veut imposer la charia au reste du monde. Alors, on finira là-dessus, c'était pour vous montrer un petit peu les événements, parce que je sais que pour vous ça date, donc ça vous parlait pas forcément. On aurait pu aussi parler des attentats un peu de temps avant de Charlie Hebdo, qui était un journal satirique qui pourtant critique aussi bien les catholiques, les musulmans, les protestants, les bouddhistes, enfin qui est un journal satirique de manière générale et qui critique tous les partis de tous les bords et toutes les religions, qui avait été aussi la cible des extrémistes. Et donc côté leçon, on va pouvoir ajouter une dernière petite partie, à savoir que la montée du terrorisme persiste, en plus de tous ces conflits qu'on avait cités précédemment avant les vacances. Alors je vais vous citer d'autres exemples dans d'autres pays que je vous montre pas cette fois-ci, parce que sinon on verrait vidéo sur vidéo absolument dramatique. Et le but c'est pas de renchérir sur le morbide. Donc on va noter tout simplement que le terrorisme islamiste, donc c'est bien, j'insiste bien, c'est-à-dire des extrémistes en fait, frappe de plus en plus les pays en guerre, on l'a vu en Syrie et en Irak, mais également les démocraties occidentales, comme les États-Unis. Alors je vous rappelle, il y a eu une attaque avec une voiture bélier à New York, et ce que vous peut-être vous rappelez plus, c'est cette boîte homosexuel, un gay à Rolando, dans lequel effectivement il y avait des extrémistes qui étaient rentrés, qui avaient tiré sur la foule. Au Royaume-Uni, donc en Angleterre, il y a aussi eu le cas d'une voiture bélier, il y a eu même une attaque, des attaques à la machette ou au couteau, où il y a eu encore le cas en Allemagne, pareil, d'une voiture bélier, effectivement, et d'attentats suicides, c'est-à-dire de kamikazes qui se font sauter dans des lieux où il y a énormément de monde, et qui servent d'hommes-bombes, finalement. L'idée en plus effectivement dans l'islam, c'est que quand on se sacrifie, quand on se fait sauter avec une bombe, on devient automatiquement en fait un martyr, et on va directement au paradis. En tout cas c'est ce qu'on leur raconte et c'est ce qu'ils croient. Sauf que le Coran ne prêche absolument pas ce genre de choses quand on le lit, et que le Coran effectivement ne prêche pas non plus le fait de tuer son prochain non plus. Il dit toujours qu'une mort est une mort de trop également quand on lit le Coran dans le texte. Enfin, la France, et là je finis sur ce qu'on vient de voir, est régulièrement aussi touchée par des terroristes qui se revendiquent de l'organisation terroriste État islamique, qu'on appelle aussi Daesh. Donc je vous rappelle Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre qu'on a vus effectivement dans ce reportage, et puis il y a aussi le camion bélier qui avait enfoncé la promenade à Nice où il y avait énormément de gens qui se baladaient. Voilà, le Bataclan, il y a eu de nombreux malheureusement épisodes. On finira donc cette leçon ici. J'ai rajouté quand même quelques petites choses pour que cette leçon soit bien claire parce qu'elle est complexe. On a abordé beaucoup de conflits, beaucoup de guerres différentes, donc ça fait quand même beaucoup de choses à retenir. Pour la conclusion, en fait, finalement, je me suis dit que le plus clair, c'était de vous mettre une carte mentale. Pour le coup, je ne l'ai pas faite parce que je la trouve assez claire. Donc on retrouve bien les étapes qu'on a vues, c'est-à-dire le monde à la fin de la guerre froide, qui était un monde bipolaire américain-russe, dont ressort uniquement les États-Unis comme une superpuissance qui n'a plus de rival puisque le bloc de l'URSS s'est écroulé en 1991. Du coup, effectivement, entre 1989 et 2001, le monde va être beaucoup plus complexe puisque il y a de nombreux conflits qui vont exploser à ce moment-là, comme la guerre civile en ex-Yougoslavie dont on avait parlé, les guerres civiles en Afrique avec le génocide au Rwanda, des menaces aussi autres telles que on continue de s'armer de plus en plus et de chercher à se doter d'armes de destruction massive. C'est aussi à partir de 2001 la montée du terrorisme islamiste radical, et du coup on passe d'un monde qui était bipolaire, puis unipolaire à un monde qui devient bipolaire. Donc les États-Unis constituent une puissance qui est de plus en plus contestée. Alors on le voit à travers les attentats de 2001, des tours du World Trade Center, du Pentagone, etc. On le voit aussi à travers deux guerres qui ont duré donc en Afghanistan et en Irak. En Irak c'est la deuxième guerre qui finalement se conclut par une absence de victoire des Américains, et ils ont laissé malheureusement ces deux pays dans une situation sociale, économique et politique dramatique, qui a profité en plus à la montée des groupuscules islamistes. On voit aussi dans cette leçon que ça a facilité l'émergence de nouvelles puissances, à la fois les pays de l'Union européenne, dont vous enlevez l'Angleterre dans ce lot. C'est l'émergence aussi des puissances émergentes comme ce qu'on appelle les BRIC, c'est-à-dire, je vous l'avais dit, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Donc on a mis un S pour les BRIC, et effectivement, donc on l'avait vu que c'est surtout la Chine qui pèse comme acteur important.
Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, les conflits perdurent. L'ONU n'est pas parvenue à régler et à apaiser les conflits dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis n'arrivent plus à jouer le rôle de superpuissance et sont régulièrement contestés. Et donc demeure un certain nombre de conflits, surtout dans une zone, donc le Moyen-Orient, par exemple le conflit israélo-palestinien, les guerres civiles en Afghanistan et en Irak, donc cette fois-ci entre les populations de ces pays qui sont certaines tournées vers les groupuscules islamiques et d'autres qui essayent de résister, sans compter effectivement les pays alliés qui essayent de prendre parti dans ces zones-là, parce qu'on avait parlé des enjeux pétroliers, des guerres civiles aussi qui sont consécutives aux révoltes du printemps arabe, c'est quand ces pays-là ont voulu se débarrasser de leurs dictateurs, et donc ça a provoqué aussi des révoltes et des guerres civiles, dont ont profité encore une fois les acteurs extérieurs européens, américains, mais aussi les Russes et puis effectivement les groupes toujours extrémistes. L'Afrique est un nouveau terrain de conflit à tout niveau, aussi bien pour ses ressources que pour les nombreuses guerres civiles qui existent. Juste pour vous citer, l'Afrique, en fait, depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu autant de morts, en fait, il y a eu à peu près 20 millions de morts en Afrique à cause des guerres civiles, ce qui est quand même considérable. Et puis, on a fini aussi la leçon sur le fait que aujourd'hui, le terrorisme islamique prend vraiment une ampleur mondiale et que, effectivement, c'est un allié, on l'avait vu dans une caricature, c'est pas un allié, c'est un ennemi, contre lequel, invisible, contre lequel il est difficile de lutter parce qu'on ne sait pas quand et où il va frapper, même si effectivement il y a des gros réseaux de surveillance. Pour finir aussi, alors je vais vous mettre en pièce jointe ce document pour que vous puissiez l'imprimer et le mettre dans le cahier dans la conclusion, ça vous évitera de le recopier. Et je finis sur une carte du monde que je vous joindrai aussi, qui permet de résumer un petit peu tout ce qu'on a étudié. Donc on voit bien que c'est un monde instable, avec toutes ces étoiles en rouge ici qui montrent les différents conflits dont on a parlé, il y a l'ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Palestine, en Israël. On voit qu'il y a d'autres guerres et conflits majeurs aussi un peu partout dans le monde. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup en Afrique. Évidemment, on ne peut pas tous les étudier, c'est impossible. Ça serait intéressant, mais on y passerait l'année. Il y en a aussi en Amérique centrale. Vous en avez aussi en Asie. Donc si on essaie de voir ces grandes zones de conflit, en fait, on a donc le Nord et le Centrafrique, et on a le Moyen-Orient aussi qui est très touché par ces différents conflits. En rouge, vous avez tous les attentats terroristes islamiques. Donc, vous voyez, je vous en ai parlé de quelques-uns dans la troisième, dans le petit dé de la deuxième partie, mais il y en a eu beaucoup d'autres en fait, parce qu'il y a également des attentats en Afrique, il y a des attentats en Asie, c'est toutes les petites taches rouges. Les principales zones aussi de piraterie, on aurait pu en parler. Alors là, effectivement, ce sont des bateaux qui arraisonnent d'autres bateaux pour piquer leur cargaison et qui mènent aussi des attentats. Et finalement, dans cette deuxième partie, en fait, ça relate bien les pôles de puissance. Donc on voit bien la superpuissance américaine quand même, qui va être remise en cause. Les autres pôles de puissance, donc l'Union européenne, et puis des puissances émergentes comme l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde notamment, les fameuses BRICS, et on voit effectivement celles qui possèdent une arme nucléaire ou qui cherchent à se doter de l'arme nucléaire, notamment l'Iran dont on parle beaucoup depuis ces dernières années, et la Corée du Nord aussi qui est une dictature. Bref, finalement, on a eu une première guerre mondiale, on a eu une deuxième guerre mondiale, et puis on a eu depuis énormément d'autres conflits. Le monde n'est toujours pas plus apaisé qu'il ne l'était en 1945. Il y a toujours des millions de morts dans le monde, donc il y a un tas de conflits dont on ne vous parle jamais d'ailleurs, parce que c'est loin de chez nous, et effectivement ça fait pas la une des médias, malheureusement. Et puis on voit que les différents acteurs internationaux, que ce soit l'ONU, que ce soit les Américains, que ce soit les BRICS, les puissances émergentes, n'arrivent pas en fait à apaiser et à trouver des solutions à ces conflits. Alors, pour être sûr que vous avez bien compris, pour une fois, j'ai cherché des jeux. J'ai trouvé un site d'un prof qui fait un truc super, donc pour le coup, je ne vous ai pas créé moi-même des jeux, puisque finalement, ce qu'il fait, c'est génial. Donc, je vous les ai partagés. Alors, il y a un premier jeu, moi, je les ai tous faits, c'est super rigolo à faire. Ça permet de vous entraîner et de voir si vous avez retenu les choses importantes de la leçon. Alors, le premier, c'est qui veut gagner des millions, donc il suffit de cliquer sur ce lien-là, et vous allez avoir effectivement 5 ou 6 questions, et vous verrez bien si vous gagnez le million à la fin. Il y a un autre jeu de mots croisés où il suffit de cliquer sur le numéro, en fait, 1 par exemple, et il y a une définition, il faut essayer de trouver le mot. Et le troisième jeu, c'est un jeu d'image, c'est-à-dire que par exemple, c'est sur les grandes figures, les grands personnages de la leçon. Vous allez par exemple avoir une photo de Barack Obama, un président des États-Unis, et puis vous allez avoir son nom à un autre endroit.
Et le but, c'est quand vous cliquez, vous pouvez cliquer sur 2 images à la fois. C'est un peu comme un jeu comme on faisait quand on était petit, c'est-à-dire qu'il faut retrouver, il faut mémoriser où est le nom et où est l'image et les faire se correspondre. Voilà. Donc, je vous laisse tester ces jeux parce que ça peut être une bonne façon aussi de ce qu'on appelle des serious games en histoire et qui permettent aussi de réviser en s'amusant la leçon et en voyant si on est capable effectivement de réactiver les connaissances qu'on a étudiées dans cette leçon. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. On commencera donc une nouvelle leçon demain, très certainement sur l'Union européenne. Je pense effectivement que je vais marier une leçon de géo avec une leçon d'histoire pour avancer encore une fois. Bien, et que ça soit bien clair, ce sont des leçons aussi qui sont absolument indispensables pour vous, pour le lycée. Donc il faut quand même que vous ayez les connaissances pour arriver là-bas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne après-midi en fonction du moment où vous allez travailler. On se retrouve demain. Je quitte le diaporama et j'arrête la